Molière est reconnu comme un auteur classique, ce qui peut effrayer certaines personnes qui pourraient croire que la langue d'avant est différente de celle d'aujourd'hui. Pour quelques éléments de vocabulaire peut-être, mais la grande qualité de ces textes sont qu'ils ont écrit par un directeur de troupe qui est aussi un comédien. Ils ne sont pas faits seulement pour être lus, mais joués. Si son nom a traversé les âges, c'est que l'énergie qui se dégage des dialogues, la vitalité de ses personnages, le caractère qui veut être incarné là par des comédiens de 2023 sont universels. Et aussi la mise en doute pour l'époque de l'intelligence du serviteur malgré sa condition plus basse, les questions que posent les femmes dans certaines pièces me fait interroger les valeurs bien ancrées, les traditions offrent à l'esprit une grande ouverture dont chaque génération a besoin pour pouvoir à la fois s'appuyer sur la richesse des expériences passées et oser écrire la suite de l'histoire avec sa propre énergie. Bon visionnage. Armand, j'ai une très bonne nouvelle. Je vais me marier, je suis trop contente. Quoi? Le bon nom de fille est un titre, ma sœur? Donc vous voulez quitter la charmante douceur et de vous marier? Vous osez faire fait? Ce vulgaire dessin vous peut monter en tête? Oui, ma sœur. Ah! C'est oui, ce petit supporter, que sans un mal de tête saurait-on l'écouter? Qu'a donc le mariage en soi qui vous oblige, ma sœur? Ah! Mon Dieu! Fille! Comment? Fille! Vous dis-je, ne concevez-vous point ce que dès que l'on entend un tel mot à l'esprit offre de dégoûtant? De quelle étrange image j'en ai par le blessé, sur quelle sale vue il traîne la pensée? Et pouvez-vous, ma sœur, au suite de ce mot, résoudre votre cœur? Les suites de ces mots, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage. Et je ne vois rien là, si j'en puisse raisonner, qui blesse la pensée et fasse frissonner. De tels attachements, au ciel sans pour vous plaire. Et qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire que d'attacher à soi, par le titre d'époux, un homme qui vous aime et soit aimé de vous, de cette union de tendresse suivie, se faire les douceurs d'une innocente vie, ce nœud bien assorti, n'a-t-il pas des appas? Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas. Hors d'ici tout à l'heure, et que l'on ne réplique pas. Allons que l'on détale de chez moi, maître juré filou, régidier de potence. Que vous ai-je fait? C'est bien à toi, Pandard, à me demander des raisons. Sors vite que je ne t'assomme. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sortes. Monsieur votre fils m'a demandé de l'attendre ici. Va donc l'attendre dehors et ne sois point planté tout droit comme un pilier dans ma maison à faire ton profit de tout et observer tout ce qui se passe. Je ne veux point sans cesse devant moi un espion de mes affaires, un traître dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions, dévore ce que je possède et furette de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler. Mais comment pourrait-on vous voler? Êtes-vous seulement volable quand vous enfermez toutes choses et faites sentinelle jour et nuit? Je veux renfermer ce que bon me semble et faire sentinelle comme il me plaît. Ne voilà pas de mes mouchards qui prennent garde à ce qu'on fait. Je crains qu'il m'ait soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serais-tu point homme à faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché?
que cela pourrait faire que vous en ayez ou que vous n'en ayez point. Quand pour nous, cela ne change pas grand-chose au final. J'enrage. Tu fais le raisonneur. Je te baillerai de ce raisonnement par les oreilles. Sors vite, encore une fois. Très bien, je sors. Attends. Ne m'emportes-tu rien? Que vous emporterai-je? Bien ça, que je vois. Montre-moi tes mains. Les autres! N'as-tu rien mis là-dedans? Voyez vous-même. Ah, ces grandes choses sont propres à devenir les receleurs des choses que l'on dérobe. Et je voudrais qu'on en eût fait pendre quelques-uns. Qu'un homme comme lui mériterait ce qu'il craint. Et que j'aurais plaisir à le voler. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis de voler? Je dis que vous furetez bien partout pour voir si je ne vous ai rien volé. Hé, c'est ce que je veux faire! Ah, la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Comment? Que dis-tu? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Avarice et d'avaricieux! Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Et... de qui veux-tu parler? Des avaricieux? Mais, qui sont-ils? Des vilains et des ladres. Mais de qui est-ce que tu veux parler? Mais de quoi vous mettez-vous en peine? Je me mets en peine de ce qu'il faut! Est-ce que vous pensez que je veux parler de vous? Je crois ce que je crois, mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela! Je parle à mon bonnet. Et moi je parlerai bien à ta barrette! M'empêcherez-vous de maudire les avaricieux? Non, mais je t'empêcherai de jaser et d'être insolent! Tais-toi! Je ne nomme personne. Je te rosserai si tu parles! Qui se sent morveux, qu'il se mouche. Te tairas-tu? Oui, malgré moi. Tenez, voilà encore une poche. Allons. Rends-le-moi sans que je ne te fouille. Quoi? Mais ce que tu m'as pris! Je ne vous ai rien pris! Assurément? Assurément! Adieu. Va-t'en à tous les diables. Me voilà bien congédié. Je te le mets sur la conscience au moins. Voilà un pendard de valet qui m'incommode fort. Et que je ne me plais point à voir ce chien de boîte là. Père, pauvre Géronte, que feras-tu? Que dit-il là de moi, avec cet air si affligé? N'y a-t-il personne qui puisse me dire où est le seigneur Géronte? Oh là, Scapin! Où pourrais-je le rencontrer pour lui dire cette infortune? Qu'est-ce donc? En vain, je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver. Me voici! Il faut qu'il soit resté en quelque endroit pour qu'on ne puisse point le deviner. Oh là! Es-tu si aveugle que tu ne me vois pas? Ah, monsieur! Il n'y a donc aucun moyen de vous rencontrer. Il y a 1 heure que je suis devant toi! Ah, monsieur!
Oui. Monsieur, votre fils, Eh bien, mon fils. est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. Et quel? Je l'ai trouvé tantôt, tout triste. Je ne sais quoi qu'on lui avait dit. Ou vous m'avez mêlé assez mal à propos. Cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés promener sur le port. Et là, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous y a invités d'y entrer. Nous y a présenté la mer. Nous y avons passé. Il nous a fait 1000 civilités et nous a donné la collation. Nous avons mangé les fruits les plus excellents qu'il puisse voir. Et bu du vin, que nous avions trouvé le meilleur du monde. Et qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela? Attendez, monsieur, nous y voici. Pendant que nous mangions, le Turc a fait mettre la galère en mer. Et, se voyant éloigné du port, il m'a mis dans une esquif et m'envoie vous dire que si vous ne lui envoyez pas, par moi, tout à l'heure, 500 écus, il allait emmener votre fils dans l'Algérie. Comment? Diantre, 500 écus? Et de plus, il ne m'a donné que 2 heures. Ah, bandard de Turc, m'assassiner de la façon? C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement ce qu'il y a de mieux à faire pour sauver des faire un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Que diable ai-je fait en cette galère? Il ne songeait pas à ce qui est arrivé. Il faut, Scapin, il faut que tu ailles dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui. Ah, la justice en pleine mer. Mais vous vous moquez des gens, monsieur. Que diable a-t-il fait dans cette galère? Ah, une méchante destinée conduit quelquefois les personnes. Il faut, Scapin, il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Quoi, monsieur? Que tu ailles dire à ce Turc que tu te mettes, qu'il me rende mon fils et que tu te mettes à sa place le temps que j'ai amassé la somme qu'il demande. Eh, monsieur, songez à ce que vous dites. Que ce Turc n'ait si peu de sens que de recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils. Que diable a-t-il fait en cette galère? Une méchante destinée conduit quelquefois les... Oui, une méchante destinée conduit quelquefois les personnes. Et il ne devinait pas ce malheur. Songez, monsieur, qu'il ne m'a donné que 2 heures. Tu dis qu'il demande 500 écus. 500 écus. N'a-t-il point de conscience? Ah, vraiment oui, de la conscience en turc. Ah. Voici, Scapin. Qu'est-ce donc? La clé de mon grenier. Oui. Tu l'ouvriras. Fort bien. Tu y trouveras une grosse clé du côté gauche. Celle de mon autre grenier. Tu y trouveras dedans des grandes arbres dans la grande manne et tu les vendras au fripier pour acheter mon fils. Eh, monsieur, rêvez-vous, je n'aurai même pas 100 francs de tout ce que vous me dites. Et de plus, vous savez le peu de temps qu'il m'a été donné. Est-ce bien 500 écus? Oui. Croit-il, le traître, que 500 écus... Croit-il, le traître, que 500 écus se trouvent dans le pas d'un cheval? Ce sont des gens qui n'entendent point de conscience. Que diable a-t-il fait en cette galère? Oh, que de paroles perdues. Laissez là cette galère et songez que le temps presse, que vous courez risque à perdre votre fils. Hélas, mon pauvre maître, peut-être que je ne te reverrai de ma vie et qu'à l'heure où je parle, on t'emmène esclave en Alger. Mais le ciel me sera témoin de tout ce que j'ai fait pour toi et que si tu manques à être racheté, il n'en faudra accuser que le peu d'amitié d'un père. Attends, Scapin. Je vais aller quérir cette somme. Il était temps. Tu dis qu'il demande 400 écus. Non, 500 écus. Ah, 500 écus. Le bandard de Turc.
qui n'entendent point de raison. Il se peut que, il y a peu, j'ai reçu une somme en or, mais je ne pensais pas qu'elle dût m'être sitôt ravie. Va donc racheter mon fils. Oui? Mais tu auras dire à ce Turc que c'est un scélérat. Oui? Un infâme, un voleur. Oui. Que je ne les lui donne ni à la vie, ni à la mort. Laissez-moi faire. Que c'est un voleur, qu'il me prend cet argent sous toute forme de droit. Fort bien. Va donc chercher mon fils. Voilà, monsieur! Quoi? Où est-ce donc l'argent? Je ne vous l'ai pas donné. Ah non, vraiment, vous l'avez remis dans votre poche. Ah, c'est le malheur qui me trouble l'esprit. Je le vois bien. Il ne peut désirer les 500 écus que je lui arrache, mais il n'est pas quitte envers moi. Et je veux qu'il me le paye en une autre monnaie, l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils. Ah, l'assassin! Au meurtrier! Juste ciel, je suis perdu! Je suis assassiné! On m'a coupé la gorge! On m'a dérobé mon argent! Et qui peut être? Qu'est-il devenu? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le retrouver? Ou courir? Ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent! C'est moi. Mon esprit est troublé. Je ne sais plus qui je suis, où je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Sans effet, je n'en puis plus. Je meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Oh, n'y a-t-il personne? Il veut me ressusciter en me rendant mon cher argent. Ou en m'apprenant qu'il l'a pris? Hein? Que dites-vous? 1 euro. Eh, il faut, qui que ce soit qui ait fait la chose, qu'avec beaucoup de soin on ait épié l'heure. Et l'on a choisi le moment où je parlais à mon traître de fils. Allons, sortons. Je veux guérir la justice et faire part de la question à toute la maison, à Valet, à servante, à fils, à fille et à moi aussi. Que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tout me semble mon voleur. Eh oh, quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui y est? De quoi parle-t-on par là? De celui qui m'a dérobé? De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je prie pour que l'on m'en dise. N'est-il point caché parmi vous? Ils me regardent et se mettent à rire. Vous verrez sans doute qu'ils ont part au vol que l'on m'a fait. Allons, sortons. Des bourreaux, des commissaires, des gènes, des prévôts, des archers, des bourreaux et de potences. Je veux que l'on fasse pendre tout le monde. Et si je ne retrouve pas mon cher argent, je le prendrai moi-même après.
Je vais prendre un peu l'air. Tu me le paieras, je te jure. La plaisante histoire est la pomme due que ce vieillard. Cessez de vous moquer de moi. Quoi, que voulez-vous dire, monsieur? Je veux dire que vous devez arrêter de vous moquer de moi. Qui songe à se moquer de vous? Eh bien vous n'avez que faire de me rironner. Cela ne vous regarde point. Et je ne doute seul d'un conte qu'on vient de me faire. Le plus plaisant qu'on puisse entendre. Je ne sais pas si c'est parce que je suis intéressée dans la chose, mais je n'ai jamais trouvé rien de si drôle qu'un tour qui va être joué par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Oui, pour peu que vous me pressiez, vous me trouverez assez disposée à vous faire part de l'affaire. Et j'ai une démangeuse naturelle à faire part des coups que je sais. Je vous prie de me dire cette histoire. Je le veux bien, je ne risquerai pas grand-chose à vous la dire. C'est une aventure qui n'est pas pour être longtemps secrète. La destinée a voulu que je me trouvasse parmi une bande de ces personnes qu'on appelle égyptiens et qui, rôdant de province en province, se mettent à dire la bonne fortune et parfois bien d'autres choses. En arrivant à Ainville, un homme me vit et conçut de l'amour pour moi. À ce moment, il s'attache à mes pas et comme la plupart des jeunes gens, ils pensent qu'il n'y a qu'à parler et que leurs affaires sont faites. Mais il trouva une fierté qui lui fit corriger ses premières pensées. Il fit connaître sa passion aux gens qui me tenaient et il les trouva disposés à me laisser à lui moyennement quelques sommes. Mais le mal de l'affaire était que mon amant était dans l'état où on voit la plupart des jeunes gens de famille, c'est-à-dire qu'il est un peu dénué d'argent et qu'il a un père qui, quoique riche, est un avare fiefé, le plus vil homme du monde. Ne pourrais-je me souvenir de son nom? Aidez-moi, ne connaissez-vous pas un homme qui soit connu pour être un avaricieux au dernier point? Non. Son nom ne me revient pas. Il a un nom, non, Géronte, voilà, il s'appelle Géronte. C'est son nom, voilà mon vilain, voilà mon lard, je l'ai trouvé. Pour revenir à votre compte, nos gens ont voulu quitter la ville aujourd'hui et mon amant m'allait partir. Mais le problème était qu'il devait y avoir de l'argent, mais il n'en avait pas trouvé chez son père. Il avait trouvé recours dans un serviteur qu'il connaissait. Pour le mot serviteur, je le connais à merveille, il s'appelle Scapin. C'est un homme incomparable. Il mérite toutes les louanges qu'on puisse lui faire. Ah, le pandard, tu me le paieras. Voilà le stratagème dont il s'est servi pour en attraper sa dupe. Et je n'ai pu m'en souvenir que je me marie de tout mon cœur. Il a dit qu'il était parti sur le pont et qu'il avait trouvé une galère turque et qu'il les avait invités à entrer, mais qu'un Turc l'avait renvoyé à faire le ski seul, avec ordre de dire au père de son maître qu'il enverrait son fils à Alger, s'il n'y envoyait pas tout à l'heure 500 écus. Oh mon Dieu, c'est vraiment une histoire Puis, je ne peux m'en souvenir que je n'ai de tout mon cœur. La tendresse qu'il a pour son fils fait un combat étrange avec son avarice. 500 écus qu'on lui demande sont justement 500 coups de couteau qu'on lui donne. Il ne peut se résoudre à tirer cette somme de ses entrailles et il trouve 100 moyens ridicules pour avoir son fils. Son valet lui fait comprendre à tout coup l'impertinence de ses propos et chaque réflexion est douloureusement comprenée dans « Mais que diable, je sais faire en cette galère, oh maudit galère, traître de Turc !» Après avoir longtemps fait des détours et après avoir longtemps gémi et soupiré, mais il me semble que vous n'iriez point de mon compte. Qu'en dites-vous? Je dis que le jeune homme est un insolent. Il sera puni par son père du tour qui lui a joué. Que l'égyptienne est une impertinente. De dire de telles choses à un homme d'honneur qui saura lui apprendre à venir ici déposer les jeunes hommes de famille. Et le valet, ce pandard, ce traître, sera envoyé par Géronte lui-même au gibet dès demain.